conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'entretien exclusif de Télé Sahel reçoit ce soir M. Kémi Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste et figure du panafricanisme contemporain qui n'est plus à présenter pour nos téléspectateurs. Kémi Séba est au Niger depuis quelque temps chez lui en terre nigérienne et africaine. Avec ce panafricaniste convaincu, nous allons évoquer quelques sujets de l'actualité nationale et internationale. M. Kémi Séba, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'entretien exclusif de Télé Sahel. Vous êtes à Niamey depuis quelque temps. Et qu'est-ce qui vous anime d'être toujours chez vous ici au Niger? Bonsoir mon très cher frère et très cher aîné. Et ce que je peux dire pour commencer, c'est qu'il n'y a pas plus grande émotion pour moi que de me retrouver dans la capitale, à mon sens, à mes yeux, de la révolution africaine au XXIe siècle, Niamey, capitale partagée avec des villes comme Bamako. Ou Ouagadougou évidemment, puisque l'AES constitue, à mon sens, le centre de gravité de cette logique panafricaniste et anti-impérialiste en tant que telle. Je ne peux, si vous le permettez, cher aîné, commencer mon propos et mes réponses à vos questions sans rendre hommage à ceux sans qui je ne serais pas présent ici, en l'occurrence le général Tiani, chef de l'État, dirigeant, président du CNSP, et les augustes membres du CNSP, qui, comprenant et ayant une acuité profonde en ce qui concerne la logique d'analyser les différents événements géopolitiques et géostratégiques, ont compris que la dernière dérive du système néocolonial, qui visait à tout faire pour faire taire les voix panafricanistes qui s'opposaient à son implantation sur notre continent, consistait à tout faire pour tenter de d'annihiler notre combat, de nous limiter dans nos déplacements et de tout faire pour nous censurer. Raison pour laquelle ils ont fait en sorte de pouvoir me retirer leur nationalité, bien que je sois né en France. Et en réponse, en retour, la démarche du CNSP et du général Tiani est une démarche qui s'inscrit dans un paradigme historique. Cette démarche visant à m'octroyer le passeport diplomatique et la protection qui va avec, au moment où l'oligarchie occidentale veut tout faire pour nous faire taire, est un acte que la diaspora, que la nouvelle génération africaine n'oubliera pas de manière générale, et la jeunesse africaine dans son ensemble, à mon sens. D'accord. Monsieur Kémi Séba, les informations justement avaient fuité à son temps sur les réseaux sociaux sur l'octroi d'un passeport diplomatique nigérien qui vous a été délivré par les autorités. Qu'en est-il exactement? Puisque aujourd'hui vous êtes ici sur ce plateau exclusif de Télé Sahel. Voilà. Que je m'exprime à ce sujet, oui. On ne peut plus le cacher désormais. Et la démarche, de toute façon, il n'y avait rien à cacher. La démarche s'est faite en toute transparence. Les autorités du CNSP sont dans une dynamique anti-impérialiste fondamentale, sont dans une logique panafricaniste fondamentale et sont, à mon sens, dans une sorte de continuum de ce qui s'est fait dans l'histoire panafricaniste récente. J'en veux pour exemple, lorsque l'activiste panafricaniste Stokely Carmichael, devenu par la suite Kwame Touré, a été pourchassé, il était considéré comme l'un des leaders les plus noirs, les plus dangereux aux États-Unis et dans la diaspora africaine. Et il a été pourchassé par le FBI et la CIA. Le gouvernement américain l'avait ciblé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été invité par les autorités ghanéennes, Kwame Nkrumah, et guinéennes, Sékou Touré. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Stokely Carmichael a pris le nom de Kwame pour Kwame Nkrumah et Touré pour Sékou Touré. Et il a eu ce passeport diplomatique qui lui a été octroyé pour qu'il puisse mener à un autre niveau ses activités. Et c'est un continuum, ce qui se fait à travers le combat que nous menons. Et ce passeport diplomatique, c'est pour nous permettre, comme me l'a dit le chef de l'État, de mener à un autre niveau notre combat panafricaniste. Et c'est quelque chose que nous n'oublierons pas. D'accord.
Quelles étaient peut-être les réactions suite à l'octroi de ce passeport diplomatique? Parce qu'on a vu quelques réactions. Hein, énormément d'émotions de beaucoup de gens sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans la diaspora. J'ai été profondément ému par la réaction d'un militant indépendantiste dont je ne vais pas citer le nom, mais qui est aux Antilles, un aîné, une figure tutélaire en ce qui concerne ce combat panafricaniste, qui a été ému aux larmes de voir l'acte posé par le CNSP visant à valoriser ce que le système néocolonial a tenté de briser. Et je pense qu'il n'y a pas plus grand acte révolutionnaire que cette démarche-là, et nous saurons nous en montrer dignes. Et le combat que nous menons depuis 25 années passe désormais à une autre étape avec cette protection et cette reconnaissance effectuée par le CNSP. D'accord. Monsieur Kémi Séba, je rappelle que vous menez un combat, vous l'avez dit, pour une Afrique libre et indépendante. Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans cette quête pour l'affirmation de la souveraineté de ces trois pays? Parce qu'on vous voit très régulièrement sur les réseaux sociaux soutenir ces trois pays de l'AES. Il faut comprendre que ce combat que nous menons depuis 25 années a toujours été dans une logique de pousser les nôtres à aller vers le processus de l'autodétermination. Partant du principe que depuis la période des prétendues indépendances qui n'en sont en réalité pas, qui n'en étaient pas, nos pays sont passés dans une phase plus vicieuse encore du système de prédation qu'est la France-Afrique, qui a succédé au colonialisme officiel. Il y a eu un colonialisme officieux, avec cette fois-ci la participation de co-contractants que sont une bonne partie de nos dirigeants, sur le continent, de telle sorte que l'oligarchie néolibérale blanche s'est alliée à l'oligarchie néolibérale et corrompue noire, et comme le disait Frantz Fanon, on est arrivé à une forme quelque part de pillage partagé entre des élites africaines, des élites endogènes et des élites exogènes. Et partant de ce principe, lorsque je suis rentré sur le continent africain en 2011, d'abord au Sénégal, où j'étais chroniqueur politique télé sur une autre chaîne, la 2STV, je me suis donné pour obsession et pour mission de vulgariser dans un programme de masse la notion de panafricanisme révolutionnaire et de panafricanisme de rupture vis-à-vis de l'oligarchie néolibérale. Parce que malheureusement, pendant trop longtemps, le panafricanisme, depuis l'effondrement du mur de Berlin, est une sorte de guerre froide asphyxiée, de telle sorte qu'on est arrivé à une hégémonie de l'oligarchie occidentale et du capitalisme qui est passé dans son ultime forme de prédation. Par le biais de ce que l'on appelle le néolibéralisme économique et sociétal, le néolibéralisme s'est infiltré sur le continent africain, notamment avec le NEPAD, avec un certain nombre de processus et de concepts des plus concrets malheureusement, de telle sorte que le panafricanisme a été vidé de sa substance. Et lorsqu'en 2011, nous rentrons en Afrique et que j'ai cette proposition pour devenir chroniqueur sur un mass média en Afrique francophone, ma seule condition pour accepter ce rôle a été de dire que je ne le ferai qu'à partir du moment où je ne peux que parler de panafricanisme et contribuer à éveiller les consciences. Et une fois qu'on est arrivé des années plus tard, à mon sens, à un degré de conscience élevé auprès d'un bon nombre de jeunes africains, on faisait des tournées des différentes universités d'Afrique francophone pour mobiliser les jeunes. Avec notre organisation Urgence Panafricaniste qu'on a fondée en 2015, on a engagé la campagne contre la France-Afrique, contre le franc CFA, contre les bases militaires, dans tous ces pays. Et on ne peut pas attribuer la révolution actuelle à ce seul facteur, à cette seule campagne, mais dans le même temps, personne, aucun historien sérieux ne pourra nier l'importance fondamentale qu'a Urgence Panafricaniste dans l'organisation des mobilisations de masse à travers la structuration du front anti-CFA. Qui a, je pense, contribué d'une façon et d'une autre à l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec l'établissement de régimes souverainistes, panafricanistes, dans les trois pays. Et bientôt dans d'autres pays. Bientôt dans d'autres pays. D'accord. Qu'en pensez-vous de la marche de ces trois pays, justement de l'AES, qui ont décidé de prendre en main le destin de leur pays, et quel sera votre message en direction de toute la jeunesse de ces pays? Mon message en direction de la jeunesse de ces pays est mon message que j'adresse à la jeunesse africaine dans son ensemble. Nous ne pouvons nous en sortir que par nous-mêmes. Nous ne pouvons
ne compter que sur nous-mêmes. D'accord. Le Messie de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Oui. Et lorsque les dirigeants prennent leurs responsabilités et décident d'être en rupture épistémologique avec le système de la néocolonialité, on arrive à des structurations et des formations telles que l'AES, qui ne sont pas une espérance uniquement pour les 3 pays. Oui. Ça serait une erreur historique de penser cela. C'est une espérance pour la jeunesse noire des 4 coins du globe qui commencent à voir, à percevoir qu'il existe sur le continent des gens qui ont décidé de se prendre en main, en charge, de rompre avec le colon et de tracer leur propre chemin. À une époque où sur le terrain géostratégique global, on a aujourd'hui l'émergence des BRICS, d'accord, qui montre que la multipolarité est en train de succéder à l'unipolarité. L'effondrement du mur de Berlin a mis fin à la bipolarité entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest et a donné l'hégémonie pour le bloc de l'Ouest. Mais aujourd'hui, on arrive à une phase où le bloc de l'Ouest est en train de perdre son influence face à l'émergence de multiples pôles et nous militons et travaillons scientifiquement et politiquement pour que ce XXIe siècle fasse en sorte que, au sein de ce monde multipolaire, l'Afrique soit un centre de gravité et un pôle civilisationnel important. D'accord. Et vous pensez peut-être que le Mali, le Burkina et le Niger sont vraiment en tête de ce mouvement dont vous dites, en tout cas, et qui fait plaisir à l'extérieur parce qu'on a pu le constater. Beaucoup de gens aujourd'hui envient ces 3 pays. Ça, on a pu constater lors de certains déplacements qu'on a pu effectuer. Très clairement, l'Afrique aujourd'hui est une espérance et au sein de l'Afrique, l'AES est en pointe de cette espérance de révolution et de rupture. Donc c'est une fierté pour les Noirs du monde entier, je pense, à part ceux qui ne veulent pas quitter le colon, qui évidemment ont mal lorsqu'ils voient des dirigeants qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Mais nous sommes là pour accompagner ces derniers et défendre l'identité africaine et la souveraineté africaine. Toute la jeunesse africaine. Exactement. Ces 3 pays, c'est ça? C'est l'objectif. D'accord. Merci. Et pour finir cet entretien, M. Kémi Séba, vous suivez sans doute aujourd'hui l'actualité en France, après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Macron, l'organisation des élections législatives anticipées et la nomination récente d'un nouveau Premier ministre. Peut-on à proprement parler de démocratie au vu de tout ce qui se passe dans ce pays dit de grande démocratie? Je pose la question. On est face à ce que la France appelle elle-même une junte. Oui. On a une junte à la tête du pays. Il y a une junte dirigée par Macron. Qui a fait un coup d'État? Ils ont fait un coup d'État de manière explicite, sauf que contrairement au coup d'État porté par les peuples en Afrique francophone, parce que l'AES... Ici, je parle la question parce qu'ici, tout de suite en Afrique, dès qu'il y a un changement de région, on parle de putsch, de coup d'État. C'est la même chose qui s'est passée en France ou pas? Alors, très clairement, ça dépend, parce que quand ce sont des coups d'État validés par la France parle de régime honorable de transition, comme c'est le cas au Gabon ou dans d'autres endroits. Bref, mais à l'heure actuelle, en France, les dernières élections, c'est la gauche vis-à-vis de laquelle j'ai beaucoup de reproches vis-à-vis de son paternalisme néocolonial historique, mais c'est la gauche qui a gagné. D'accord. Mais pourtant, le président Macron a nommé un Premier ministre de droite. Avec l'aval du RN. Donc on est face à une junte, le Rassemblement national, on est face à une junte, un coup d'État constitué, d'accord? Et ça se passe en France. Et ça se passe en France, et ça montre qu'au final, ceux qui passent leur temps à donner des leçons de bonne gouvernance devraient d'abord se regarder dans le miroir. Ça serait le meilleur des éléments. D'accord. Et merci vraiment pour cet entretien exclusif. On a profité vraiment de votre séjour pour le faire chez vous au Niger, je le rappelle. Et sans doute qu'on se retrouvera une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci infiniment. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Et un grand merci à notre invité, notre frère Kémi Séba, qui ne cesse d'apporter tout son soutien aux États de l'AES dans leur lutte pour une vraie quête de leur indépendance. Excellente soirée à tous. Au revoir. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.